Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va continuer donc les modulations numériques. Donc la dernière séance, après avoir fait dans la dernière séance la modulation MAQ, on va passer donc aux modulations par déplacement de fréquence. La modulation par déplacement de fréquence, appelée donc MDF, sont aussi souvent appelées par leur abréviation anglaise FSK, donc dans le sens est Frequency Shifting. Le signal M de T modulé par la MDF s'écrit M de T, c'est la partie réelle de EJ phi T. Donc ceci c'est le signal modulant. Et l'exponentielle J oméga 0 T plus phi 0, c'est bien sûr la porteuse. On sait que le module d'une exponentielle, il est une constante, c'est l'exponentielle J phi T. En module, elle est égale à une constante. L'expression du signal modulé par déplacement de fréquence s'écrit aussi plus simplement par M de T, puisque c'est la partie réelle, c'est le cosinus de oméga 0 T plus phi de T. Donc bien sûr, on va ignorer la phase phi 0. En prenant la dérivée de la phase phi de T, qui est reliée de façon simple et linéaire, donc à la valeur des symboles, le tout constituant une relation non linéaire. La fréquence instantanée f de t du signal m de t est obtenue par dérivation de la phase 2pi f0t plus phi de t par rapport au temps. Donc si je dérive ceci par rapport au temps, je vais avoir donc 1 sur 2pi, je vais avoir donc le f0, c'est la phase instantanée, parce que le 2pi il est commun. Phi de t, on la divise par 1 sur 2p et on dérive, et on obtient donc la dérivée de la phase complète par rapport au temps. Dans cette expression, F0 représente la fréquence centrale, c'est la fréquence de la porteuse, et 1 sur 2p que multiplie dφ sur dt représente la variation de la fréquence, la déviation de fréquence par rapport à la fréquence F0, due bien sûr au signal modulant. On va appeler delta F la différence de la fréquence instantanée correspondant à l'émission de deux symboles adjacents. Soit AK, un symbole appartenant à l'ensemble plus ou moins 1, plus ou moins 3, plus ou moins 1 moins 1. La déviation de fréquence s'écrit, donc suivant la valeur à transmettre, donc 1 sur 2pi dφ sur 2t, ceci c'est la déviation de fréquence. Donc elle est égale à delta F qui est constante sur 2, et c'est la somme donc des symboles AK que multiplie donc la forme d'onde G de T moins KT. G de T, c'est la forme d'onde ou bien l'impulsion rectangulaire de durée T. Alors, donc le dφ sur 2T, donc on va multiplier par 2pi cette expression-là. Donc je vais avoir pi delta F, somme sur K, donc de AK G de T moins KT. La phase étant l'intégrale de la fréquence, on obtient après intégration de l'expression précédente qui est ici. Et pour T appartenant à l'intervalle KT et K plus 1T, on va obtenir donc phi de T, c'est pi delta F AK plus une phase initiale de θk. Et θk, elle dépend bien sûr, c'est l'intégrale à phi de kt, qui est une expression constante. Cette expression montre que la phase varie linéairement sur l'intervalle kt et k plus 1t, et que cette variation est de pi delta f t, donc l'intervalle, sur un intervalle t, c'est pi delta f AK, puisque ça dépend bien sûr des symboles qui sont transmis. En reportant cette expression sur phi de t, on a la relation f de t, elle est égale à f0 sur 1 sur 2pi dφ de t. Et cette expression va nous donner donc f0, 1 sur 2pi dφ de t, c'est égal à f0 plus 1 sur 2pi, la dérivée de l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure par rapport au temps.
on obtient la fréquence instantanée Fi de t, donc qui est égale, parce que quand on dérive par rapport au temps, ici, il n'y a que cette expression qui reste, et donc je vais avoir 1 sur 2pi, donc ça va faire delta f sur 2, que multiplie AK. Donc ceci étant une constante par rapport au temps, donc elle s'annule. L'expression maintenant du signal modulé, on va l'écrire m de t, c'est cosinus de pi, f0, et bien sûr cette variation instantanée de la fréquence par rapport à AK, elle est donnée par delta f qui est ici, donc sur 2 que multiplie AK, le tout multiplié par t. On peut ainsi définir ce qu'on appelle l'indice de modulation mu, qui est égal à delta f t, qui conditionne la forme de la densité spectrale du signal modulé. Maintenant, on va voir le principe de la modulation FSK. On a deux types de modulation de fréquence. On a la modulation incohérente, ou bien on l'appelle aussi modulation à phase discontinue, et on a la modulation cohérente à phase continue. Donc la phase peut être continue ou discontinue. Donc on va prendre la première, la modulation incohérente FSK2. Donc pour des valeurs de TB qui est égal à 0,1 milliseconde et FB 10 kHz, avec les AK appartenant à plus ou moins 1, donc je vais avoir ici la forme du signal AK de T, que multiplie G de T moins KT. On va passer à travers un commutateur au rythme TB, et on va utiliser deux porteuses, donc l'une pour le moins, lorsque AK est égal à moins 1, donc on va utiliser F1, et on va utiliser la F2 lorsque AK est égal à 1. Donc en faisant la commutation, donc je vais utiliser deux fréquences qui sont différentes. Ces deux fréquences qui sont différentes donc, vont donner, donc, au niveau de la porteuse, deux fréquences différentes. Et on le voit bien sur le schéma ici donné pour ce type de modulation. Si je fais un zoom sur cette partie-là, donc je vais obtenir, regardez qu'est-ce que j'obtiens. Donc ici, on est bien sur l'incohérente, donc à phase discontinue. Donc qu'est-ce qui se passe en ce point-là? La phase change complètement de façon abrupte. Donc en ce point en rouge et en ce point en rouge. Donc il y a discontinuité de phase. Donc c'est une modulation qui est incohérente. Et cette modulation est incohérente lorsque le rapport F1, F2 est différent de N sur M, et F1, FB lorsqu'il est différent aussi de P sur Q, où les valeurs de NMPQ sont des valeurs entières. Maintenant, on va voir la modulation FSK2. Donc 2, ça veut dire c'est binaire, cohérente, avec une phase continue. Donc je vais mettre le signal AK que multiplie, donc ici c'est la fonction A de T qui est égale à AK, c'est la somme de AK multipliée par G de T moins KT. Donc ce signal, c'est l'entrée d'un oscillateur qu'on appelle VCO. Donc c'est un oscillateur contrôlé par une tension. Ici, oscillateur contrôlé par une tension, en anglais on l'appelle VCO. C'est ce qu'on appelle aussi un varactor. Donc vous voyez ici, en fonction de la variation de l'amplitude du signal, deux fréquences sont choisies. Donc soit la fréquence F1, soit la fréquence F2. Toujours pour les mêmes paramètres, TB et FB. Maintenant, on va voir ici, on a choisi la fréquence F1 est égale à 30 kHz et la fréquence F2 qui est supérieure à F1 qui est de 120 kHz. Regardez qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc pour un premier, on va obtenir un signal donc à F2. Ici, on va obtenir le signal à F1. Au niveau du passage de F1 à F2, il y a continuité de phase. Donc j'obtiens des continuités de phase partout. Maintenant, si on fait un zoom sur cette partie-là, on va obtenir, donc vous regardez, il y a une continuité de phase ici, il n'y a pas une cassure, donc on parle de modulation cohérente.
continuité de phase parce qu'on a la modulation qui est cohérente. Là, pour les NMPQ qui appartiennent à 1, mais il vérifie donc que F1 sur F2 est égal à 1 quart, F1 sur FB est égal à 3 sur 1. Donc il y a un rapport qui est donc connu, c'est pas comme celle qui est incohérente. Si je prends le signal R de T, donc le signal R de T, je vais le faire passer à travers l'oscillateur avec bien sûr F2 qui est égal à FOL plus 0,5 delta F. Et F1 c'est FOL, c'est l'oscillateur local, moins 0,5 delta F. Et bien sûr au milieu j'ai FOL et j'ai un intervalle delta F qui est de l'autre côté. La fréquence instantanée du signal modulé s'écrit Fi de t, c'est F0 plus delta F sur 2 K. Et donc les Fi, puisque j'ai F1 et F2, je vais avoir F0 plus delta F que multiplié R de t. Pour le deuxième cas, je vais avoir, donc, ici le Fi, ça dépend si I est égal à 1 ou I est égal à 2. Donc plus delta F sur 2, ça veut dire c'est 0,5 delta F, que multiplié R de t parce que le signal modulant, c'est lui qui va changer la phase delta F sur 2. La phase instantanée du signal phi de t, c'est 2 pi l'intégrale de ce terme-là, Fi de t, Fi donc de t ou bien de taux, des taux, et on fait l'intégrale de 0 à t, c'est égal à 2 pi F0 t, et bien sûr pi delta F l'intégrale de A de taux des taux. Donc la MFS4 s'écrit tout simplement A cosinus phi de t, et donc je vais avoir deux valeurs. Si AK de t est plus 1, donc je suis sur F2. Et donc je vais avoir phi de t, c'est 2 pi F0t plus delta F que multiplie t. Ici j'ai pi, donc si le AK de t est égal à moins 1, alors phi de t est donné avec un signe moins, donc c'est 2 pi F0t moins pi delta ft. Deux signaux donc sont utilisés pour transmettre les informations. Et chaque signal va donner une phase instantanée. Si AK de t, donc si je reprends le premier cas, donc la MFSK, c'est tout simplement A cosinus de pi F0t plus delta F plus pi delta F multiplié par t. Dans le cas contraire, lorsque AK de t est moins 1, alors MFSK de t, c'est A cosinus avec un signe moins, donc par rapport à la première, c'est 2 pi F0t moins delta F pi delta ft. Chacun des deux états ne représente seulement un seul bit d'information. L'indice de modulation mu delta, c'est delta f sur dB, donc c'est égal à delta f que multiplie tb. Bien sûr, tb c'est le débit binaire et tb c'est la période binaire. Donc la modulation MSK, donc dans le cas de la modulation MSK, mu est égal à 0,5 et bien sûr delta f elle est égale à 1 sur 2 tb. Ceci donne la modulation MSK, c'est égal à ARF. Donc ARF, ça veut dire c'est l'amplitude de la porteuse. Cosinus de pi F0, plus ou moins, puisque j'ai seulement le plus ou moins ici, pi sur 2t, que multiplié, pi sur 2tb, donc la période tb, et multiplié par t. Pour la cohérente, je vais avoir le signal modulé qui s'écrit sous cette forme-là, donc amplitude de la porteuse que multiplie cosinus de pi F0t plus phi de t. Donc j'ai deux cas, plus ou moins 1, donc toujours pi sur 2b tb, ce qui est la période, le bit. Normalement ici c'est un petit b. Pour t appartenant à 0 tb et pour t appartenant entre 0 et tb. Soit delta phi qui est égal à plus ou moins pi sur 2 durant une période binaire qui est tb. Donc c'est la période d'un bit. Pour la modulation MSK, un bit est associé à un symbole
correspondant à la variation de phase delta phi. Et donc, la période d'un symbole elle est égale à la période de TP. Pourquoi un symbole est toujours, et pour ce cas-là, est constitué seulement d'un seul bit. Donc, si je regarde la constellation, donc je vais avoir les deux points, racine de EB et racine de EB. Pourquoi? Parce que dans le delta phi, il y a un saut de phase de pi sur 2. Donc, je passe de ce point-là à ce point-là. Donc, je vais avoir le point correspondant à plus 1 et ici le point correspondant à moins 1. Donc, l'espace de la constellation est divisé par 2 par cette droite qui passe par le centre. Et je vais avoir deux régions. Donc, une région Z2 et une région Z1. Donc, la région Z1, elle correspond à AK de T qui est égal à 1. La région Z2, elle va correspondre à la région de AK de T moins 1. Et bien sûr, ce point-là, on l'appelle point signal, celui-ci aussi, donc point signal. Donc les deux régions sont séparées par cette limite. Donc la partie en bleu sur la région Z1 et la partie en rouge sur la région Z2. Si je regarde dans le domaine spectral, donc ceci c'est le calcul de la densité spectrale de fréquence du signal modulé en MSK. Et on obtient donc pour les mêmes constantes que tout à l'heure, on obtient un spectre, donc puisqu'il y a un cosinus au carré multiplié par delta FOL. Donc ici on ne représente que la partie, donc lorsque f égale à 0, donc on a cette partie-là. Et autour de la fréquence F0, je vais avoir donc un signal qui est sous cette forme-là. Donc c'est un signal qui est symétrique et c'est en sinus cardinal, au carré. Pourquoi? Parce que tout est positif. Donc j'ai ce type de constellation. Ce qui est important à noter, c'est aussi ce qu'on appelle les émanations en FOL plus 3 sur 4 TB. Ces annulations sont aussi importantes. Maintenant, on va voir les trajectoires de la phase. Donc je prends la phase instantanée, la première, donc un graphe qui va me donner la phase instantanée en fonction de l'arrivée des bits. On sait que l'intervalle c'était S ou TB puisqu'il y a un seul bit. Donc, par exemple, lorsque j'ai un 0, il y a une diminution de pi sur 2. Lorsque j'ai un 1, j'ai une augmentation de pi sur 2. Donc, augmentation de pi sur 2, j'ai un autre 1, une autre augmentation de pi sur 2, puis une décroissance de pi sur 2, et puis la même chose, donc, deux croissances de pi sur 2. Donc, deuxième cas, le rouge. Donc, on va voir la phase de la modulation par déplacement de phase en quadratique. Donc, par déplacement de phase quadratique, ça veut dire que je vais avoir deux symboles qui sont transmis et voilà ce qui se passe. Donc, le 0, 0, donc il n'y a pas de changement de phase. Lorsqu'il y a un 1, 1, lorsqu'il y a 0, 1, j'ai un seul changement de phase. Ici, j'ai deux bits qui changent. Donc, vous voyez, d'ici à ici, il y a un seul bit qui change. Donc, j'ai une augmentation de pi sur 2. De ce point-là à ce point-là, j'ai les deux bits qui changent, donc un déphasage de pi. Donc, pi sur 2 plus pi sur 2. Donc, j'arrive à un 0 en ce point-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aucun changement. Donc, les mêmes bits arrivent, donc je continue. J'arrive ici, il y a un seul bit qui change, donc une décroissance de moins pi sur 2. Et puis d'ici à ici, il y a deux bits qui changent, donc une augmentation de plus 2 fois pi sur 2. Donc, ceci sont les trajectoires de la phase de la modulation MSK adoucie, donc en rouge, en noir plutôt. Et la densité spectrale de puissance, toujours, elle est donnée sous cette forme-là. Donc j'ai les deux densités spectrales. Donc celle qui est continue, c'est la QPSK. Et celle qui est par des carrés ici, donc il y a celle qui est, les points sont notés par des triangles. Ici, les points sont notés par des carrés.
et donc j'ai la MSK. Donc ce qu'on remarque, en largeur de bande, qu'est-ce qui se passe? En largeur de bande, la MSK prend moins d'espace fréquentiel. Et qu'est-ce qu'on remarque? Le maximum, il est identique pour les deux. Et le lobe secondaire, par rapport au lobe principal, donc il y a une différence qui est moins importante que lorsque je suis dans la MSK. Et ici, bien sûr, l'écart entre le lobe principal et le lobe secondaire sont très importants. Donc, on obtient 23 dB pour la MSK contre 13 pour la QPSK. Donc, ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 23 dB, ça veut dire que le deuxième lobe est plus profond et donc ça, il va constituer en termes de, disons, de rapport signal à bruit, parce que généralement on a besoin seulement du lobe principal et donc il y a une forte atténuation du lobe secondaire qui n'est pas désiré. Donc la modulation, on l'appelle une modulation à enveloppe constante. Pourquoi? Parce que l'exponentielle a un module qui est égal à 1. Il y a une forte réduction des lobes secondaires donc de la MSK par rapport à la QPSK. La modulation, donc la MSK, elle est très utilisée dans le GSM sous la forme de ce qu'on appelle la Gaussienne MSK. Donc c'est la modulation par déplacement de phase, donc prémodulée, donc avec une prémodulation gaussienne. Donc maintenant, on va voir la modulation, ce qu'on appelle Gaussian Minimum Shift Keying. C'est la modulation par déplacement de phase minimal avec une prémodulation de type gaussienne. Donc la GMSK est une forme de FSK à phase continue dans laquelle la phase est changée par les symboles pour fournir une enveloppe constante. Donc c'est une alternative à la modulation QPSK parce qu'elle permet d'obtenir une meilleure réduction du lobe principal. La bande passante RF est contrôlée par un filtre gaussien, donc dans le cas de la GMSK, on utilise un filtre gaussien passe-bas. Le degré de filtrage s'exprime en multipliant la bande passante du filtre à 3 dB par la durée du bit. C'est ce qu'on appelle le BT. BT, c'est le produit, donc bande passante du filtre multiplié par la durée du bit qui est T. Ou bien on l'appelle TB. Donc. Comme BT est ABC, la quantité d'interférence intersymbole introduite, elle est augmentée, ce qui entraîne soit une tonalité en puissance fixe, soit un plancher d'erreur, donc un niveau ou bien un niveau d'erreur qui est irréductible, donc on ne peut pas aller au-delà de ce niveau. La GMSK donc permet d'utiliser des amplificateurs non linéaires de classe C, donc ça c'est un avantage, mais avec une faible valeur de BT, ce qui fait que son efficacité en bande passante est inférieure à celle de la QPSK filtrée. Donc vous voyez qu'on gagne en termes d'amplificateur linéaire, mais on perd avec un BT faible, et donc l'efficacité en bande passante, elle est inférieure à celle de la QPSK filtrée. Donc on l'a vu la dernière fois, la QPSK. Les transitions de phase possibles pour la QPSK. Donc on remarque ici, à chaque fois qu'il y a un changement, ce changement se fait seulement de pi sur 2. Donc de ce point-là à ce point-là, donc j'ai un changement de pi sur 2. Si j'ai un 1, si j'ai un 0, je vais avoir un changement de moins pi sur 2. Si de ce point-là, je vais avoir un autre bit qui est un 1, donc je vais avoir une augmentation de pi sur 2. Et la même chose, donc à chaque fois, il y a un passage seulement de pi sur 2, on le voit bien sûr. Et ici, c'est toutes les configurations possibles en fonction bien sûr du train binaire. Donc vous voyez, j'ai soit un 1, un 0, donc le 1 augmente, le 0 il fait descendre de pi sur 2. Dans la MSK, la phase augmente en rampe jusqu'à 90 degrés pour un binaire. Et elle descend bien sûr de pi sur 2 pour un 0 binaire. Donc si je prends une séquence
0, 0, 3 fois 1 et 3 0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, la donnée, c'est 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc, ici, elle va descendre une fois, puis une deuxième fois parce que j'ai 2 0. J'ai 3, 1, donc elle va augmenter de 3 pi sur 2. J'ai 3, 0, elle va diminuer de 3 pi sur 2. On le voit bien, donc 0, 0, 1, 1, à chaque fois, on augmente et ainsi de suite. Le diagramme de bloc de l'émetteur GMSK. Donc, j'ai un flux de données NRZ. Je l'ai fait passer à travers un filtre passe-bas de type gaussien. Pardon. Et le signal obtenu à la sortie du filtre passe-bas gaussien, il va exciter un oscillateur contrôlé par une tension. Et en sortie, je vais obtenir donc le signal modulé GMSK. Donc pour la transmission GMSK, un filtre GPLF en bande passante, en bande de base gaussien de prémodulation est utilisé pour supprimer les composantes haute fréquence dans le spectre des données. Le degré de suppression hors bande est contrôlé par le produit BT, comme on l'a expliqué la dernière fois. Les signaux GMSK. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que le signal donc, de données de type NRZ, et il va exciter un filtre passe-bas de type gaussien. Et bien sûr, la sortie de ce filtre va donc exciter un oscillateur contrôlé par la tension. Dans cette modulation, MSK, le BT est à l'infini et cela permet aux transitions du bit NRZ de directement moduler le VCO. Donc si je regarde ici la forme du signal GMSK, donc pour le MSK, on avait utilisé un jeu de T qui est égal à donc, un signal rectangulaire. C'était une impulsion rectangulaire pour le MSK. Pour le GMSK, ça va changer. Donc pour le GMSK, ça dépend du BT. Donc on a des valeurs BT égale 0,5, BT est égal à 0,3. Donc pour les BT 0,5, on a en pointillé ici. Et bien sûr, l'intervalle, plutôt la surface entre un carré et la cloche ici pour le BT est égal à 0,5, c'est ceci, ce qu'on appelle le alpha. Donc c'est une surface qui va introduire l'interférence intersymbole. Pour le BT qui est égal à 0,3, vous voyez que le sommet de la GMSK pour BT égal à 0,5 est plus important pour BT 0,5 que le BT 0,3. Mais ce qui se passe, c'est que cette surface alpha, elle va augmenter. Vous voyez, elle va arriver jusqu'ici comme surface augmente. Et donc, plus le BT diminue, plus l'impulsion, ou bien la forme en cloche, et ici on voit bien que cette cloche, c'est quoi? C'est une cloche gaussienne. Donc c'est pour ça qu'il y a le GMSK. Quand il n'y a pas GMSK, je vais avoir un signal donc, rectangulaire. Quand je vais mettre le G, donc je vais avoir une forme gaussienne. Et cette forme gaussienne va introduire la surface qui correspond à l'interférence intersymbole. Donc elle va interférer par le signal qui arrive à T. Donc puisque à chaque T, on a une impulsion qui arrive. Donc j'ai une impulsion ici, j'ai une autre impulsion ici à T et une autre impulsion à T. Donc ça veut dire que pour la GMSK, le signal va interférer avec ces deux signaux qui l'entourent, donc son prédécesseur et celui qui suit directement par la suite. Les faibles valeurs de BT créent une interférence intersymbole, comme je viens de l'expliquer, assez significative, et ce qu'on appelle les ISI, intersymbole interférence en anglais. Donc en français, on l'appelle IIS. Dans le diagramme, la partie de l'énergie est représentée par les alpha, donc cette partie ici en gris, agit donc comme une interférence intersymbole pour les symboles adjacents donc, qui précèdent et qui suivent. Si le produit BT est inférieur à 3, certains moyens de lutte contre l'ISI
sont obligatoires. Donc ça veut dire que si je prends un alpha inférieur à 0,3, là, dans le circuit, je dois mettre donc, des circuits qui vont réduire donc, cette interférence intersémale. Donc là aussi, on voit ce système donc avec la QPSK. Et ici, on va avoir les deux GMSK. Donc ici, c'est la MSK avec un certain BT. Et ici, j'ai avec un BT beaucoup plus blanc. Donc BT05, et ici, c'est BT03. Attention, ici, c'est BT03. La GMSK a un lobe principal qui est 1,5 fois plus grand que celui de la QPSK. On le voit bien ici. On continue en noir. J'ai le lobe principal de la QPSK. Et ici, je vais avoir le lobe principal de la GMSK. Donc, plus alpha diminue, plus le lobe principal est large. La GMSK permet généralement une efficacité de bande passante inférieure à 0,7 bits par seconde par Hertz. La QPSK peut atteindre une efficacité de 1,6, donc elle est plus importante. Pourquoi? Parce que le lobe principal pour la QPSK, il est beaucoup plus réduit et donc l'efficacité, elle est importante par bit par Hertz. Il y a une limite supérieure fondamentale sur l'efficacité de la bande passante réalisable. Donc là, on va voir la notion de capacité, théorème de la capacité. Donc il est donné par le théorème de Shannon. Ce théorème de Shannon donne la relation entre la bande passante du canal et le débit de données maximal qui peut être transmis sur ce canal. Bien sûr, on doit tenir compte du bruit présent dans le canal. Pour une communication sans erreur, donc là où on ne va pas avoir d'erreur avec un bon TEV, il est possible de définir la capacité qui peut être prise en charge dans un canal à bruit gaussien blanc additif, donc AWGN. Le C sur B, il est égal à log de 1 plus 1 sur N. Donc ceci, bien sûr, il faut le voir dans le cours de théorie de l'information. C, c'est la capacité de canal. C'est ce qu'on appelle le débit de données maximal. Donc c'est le débit maximal en bits par seconde. B, c'est la bande passante du signal modulant en bande de base. Donc c'est le signal qu'on veut transmettre. EB, c'est l'énergie par bit. Donc c'est en watts par bit. N0, c'est la densité spectrale de puissance du bruit. C'est le N0 qui est en watts par hertz. D, c'est le débit binaire, c'est la fréquence des données en bits par seconde. Donc, la fréquence des données bits. W, c'est la bande passante du canal. Ainsi, je peux définir le S ici, qui est égal à EB multiplié par D, qui représente la puissance totale du signal. Et le N, c'est N0W, c'est la puissance totale de bruit. Donc, on multiplie par la densité spectrale de bruit par la bande passante du canal. D sur W, c'est bien sûr l'efficacité de la bande passante, c'est bits par seconde par hertz. Donc, en prenant ces valeurs-là, en les remplaçant sur S sur N, je vais avoir donc C sur B, elle est égale à log en base 2 de 1 plus EBFB sur un état W. Donc attention, je n'ai pas mis en... Donc ceci c'est N0. Je vais corriger rapidement. Donc j'ai corrigé l'équation en voyant que S c'est EBD et N c'est égal à N0W. Donc toujours en termes de capacité de Shannon-Hartley, il y a donc un quiproquo, donc il faut veiller à ne pas confondre cette limite correspondant à la transmission, bien sûr, d'un signal qui est codé ou bien modulé sur un canal en présence de bruit,
et avec celle correspondant à la transmission d'un signal binaire sur un canal sans bruit, tel que vu donc dans le cours qu'on a fait précédemment. En pratique, toutes les transmissions contiennent du bruit et c'est donc la capacité C qui fixe le maximum qu'il est possible d'atteindre. Parce que, en termes de débit, si le canal est bruité, il y a un maximum donc, qu'on ne peut pas dépasser. Donc, c'est le maximum qu'on peut atteindre. Ici, on vous donne une capacité de canal selon Shannon, bien sûr, pour une liaison téléphonique. Et cette liaison téléphonique, donc vous voyez, ici, on vous donne le rapport 1 sur n, et ici, la capacité de canal. Donc, plus le rapport augmente, plus cette capacité augmente. Les performances, il est possible de comparer la MDF-M entre elles. Donc, toutes les MDF, on peut les comparer. Et en utilisant, bien sûr, la probabilité d'erreur par bit en fonction du rapport EB sur N0. Donc, vous voyez ici, j'ai la probabilité d'erreur par bit de la MDF. Ici, j'ai le rapport EB sur N0. Les courbes sur la figure ci-contre correspondent à une MDF-M. Donc, vous voyez, les valeurs de M, c'est 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Et sont voisines d'une MDF avec détection non cohérente. Ces courbes montrent que, contrairement aux modulations MDA et MDP qu'on a vues précédemment, les performances sont améliorées. Donc, les performances sont améliorées lorsqu'on augmente M. L'augmentation de M va entraîner aussi l'augmentation de l'occupation spectrale. Donc, ici, plus M augmente, plus l'augmentation spectrale augmente. Mais ici, ce que donne la figure exactement, pour un rapport EB sur N0, donc je vais obtenir des modulations. Et donc vous voyez que si je suis en ce point-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais avoir un rapport 1 sur B donné. Et plus, pour une même valeur de TEB, on voit bien que plus M augmente, le rapport 1 sur B diminue. Donc ça, c'est une chose importante. Donc il y a une efficacité donc, en puissance qui est assez importante. On va la voir ici, cette efficacité. Elle va montrer, donc, ce graphique qui va montrer l'efficacité de la pente passante avec, ou bien en fonction de l'efficacité en puissance. Si je prends la MFSK, elle se trouve ici. Donc vous voyez que plus M augmente, qu'est-ce qui va se passer? Le EB sur N0 diminue. Et en même temps aussi, de ce côté, c'est l'efficacité spectrale. C'est FB sur W. Donc c'est l'efficacité spectrale qui diminue. Donc on la représente parce que tout ce qui est dans cet encadrement en rouge. Pour le deuxième, la MPSK et la QM sont efficaces en bande passante, mais pas en puissance. Regardez, plus M augmente pour la MSK, plus M augmente, qu'est-ce qui va se passer? Le rapport EB sur N0, il va diminuer. Ici, non. Ici, plus M augmente, là, c'est constante, le EB sur N0, mais à partir de là, la MPSK, donc la modulation par déplacement de phase, plus M augmente, plus le rapport S sur B augmente. Pour la QM, plus M augmente, plus, bien sûr, le EB sur N0 augmente, donc de façon assez spectaculaire, bien sûr, avec une valeur d'occupation spectrale qui est beaucoup plus importante. Donc, on a cette partie pour la QM et cette partie pour la PSK. Donc, l'efficacité en bande passante, elle augmente, donc j'ai de grandes valeurs d'efficacité spectrale. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai une efficacité en puissance qui n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que je dois augmenter la puissance pour pouvoir atteindre ces valeurs. Généralement, les systèmes utilisés en radio mobile sont limités en bande passante. Donc, puisqu'ils sont limités en bande passante, il faut donc utiliser la PSK qui est efficace donc, en puissance. Comparaison entre les différents types de modulation. Donc, je vais prendre
le type de modulation sur une colonne, l'efficacité spectrale, le log de cette efficacité spectrale et le EB sur N0, bien sûr, sans erreur. Donc, l'efficacité spectrale, elle est de 4 par rapport à la modulation MDP. Bien sûr, ici, c'est la modulation MDP 16. Le log de cette valeur, c'est 2, bien sûr. Le EB sur N0, donc c'est un 18 dB. Donc, un EB sur N0 de 18 dB donne donc un résultat sans erreur. Pour la AMQ16, c'est la même chose. Mais en termes de EB sur N0, donc l'efficacité spectrale, elle est meilleure que ici. La 8, donc ici, c'est l'efficacité spectrale, elle est de 3, 1,585. L'efficacité spectrale, elle est meilleure, 4 dB, donc MDP, donc maintenant je passe à la 4 MDP. Donc je vais avoir 2,1, donc ici c'est 1, et bien sûr l'efficacité spectrale, elle diminue. La 4 MAQ, donc la MAQ, donc je vais avoir une efficacité spectrale de 2, le log c'est 1, et bien sûr le EB0 est égal à 10. Donc la MDF binaire, elle est de 13 dB avec une efficacité spectrale réduite. La MDP binaire, elle est égale à 1, 0 avec une efficacité spectrale plus importante. Efficacité spectrale en radiocommunication. Donc on va voir, c'est assez important. Le GSM cellulaire numérique, on sait que la fréquence des données, elle est de 270 kilobits par seconde. Et la bande passante, elle est, donc chaque canal, il porte sur une bande de 200 kHz. L'efficacité de la bande passante, donc je dois diviser 270 par 200, c'est 1,35 bits par seconde par Hertz. La modulation GMSK, FSK, donc c'est FSK avec fréquence orthogonale. Gaussien désigne que la réponse de filtre est gaussienne. Donc dans le système IS54, c'est le système numérique nord-américain, donc de base. C'est la 1,5e génération ou bien la génération 2. Les fréquences de données sont 48 bits par seconde et chaque canal, il est sur une bande de 30 kHz. Donc si je divise le 48 par 30, j'obtiens 1,6 bits par seconde, donc elle est moins efficace. Donc ici 1,6 bits par seconde. Donc là, c'est beaucoup plus efficace que celle-ci. La modulation, là, on utilise la pi sur 4, donc différentiel, donc MDP, modulation de phase, par déplacement de phase, donc avec une rotation de pi sur 4 débits. Comme résumé de la modulation, on voit que la MDP, donc la modulation par déplacement de phase, est souvent utilisée car elle fournit un système de modulation à grande efficacité spectrale, et c'est ce qu'on a besoin lorsqu'on fait des transmissions à longue distance. La modulation QPSK, elle est très robuste, mais elle nécessite une amplification linéaire. La OPQSK et la pi sur 4 QPSK peuvent être implémentées et elles vont donc réduire les variations d'enveloppe du signal. Les systèmes MR à grande valeur de M, tels que la 64QM, sont très efficaces en bande passante, mais plus sensibles en termes de bris, et bien sûr, elles nécessitent des amplifications linéaires. Des systèmes à enveloppe constante, tels que la GMSK, peuvent être utilisés lorsqu'un amplificateur efficace et non linéaire peuvent être utilisés. Donc, du point de vue Q, c'est beaucoup plus important. La réception cohérente permet d'obtenir de meilleures performances que celles différentielles, mais elles vont nécessiter un récepteur qui est plus complexe du point de vue construction. La conclusion sur la MDF, donc la modulation par déplacement de fréquence, nous avons trouvé donc deux types de modulation par déplacement de fréquence, chacun ayant donc des avantages et des inconvénients. Donc pour la MDF à phase discontinue,
Elle est simple point de vue réalisation, mais son principal défaut, c'est d'avoir une grande bande passante. Donc son principal défaut est la grande bande passante dont elle a besoin pour pouvoir transmettre les signaux, les sauts de phase. Donc ça veut dire qu'il y a une grande bande passante entre F1 et F2, et donc les sauts de phase vont donner une fois F1 et F2, et donc ça introduit une grande bande passante. La modulation avec continuité de phase, elle est plus complexe à réaliser. Elle requiert une bande passante donc plus étroite, mais elles ont en commun